Bien quoi tout le monde, c'était la punch. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du vol MH370 de la Malaysia Airlines qui a disparu il y a quasiment 5 ans. C'est un des plus grands mystères de l'aviation. Le 8 mars 2014, le vol entre Kuala Lumpur en Malaisie et Pékin en Chine s'apprête à décoller avec 239 personnes à bord, dont 12 membres d'équipage à bord d'un Boeing 777. Le départ est prévu à minuit 25, heure locale, et arrivé 6h30 à Pékin. Les pilotes sont malais, il y a le pilote Zahari Ahmad Shah, 53 ans, plus de 30 ans d'expérience dans la compagnie, il est formateur, il a plus de 18 000 heures de vol à son actif. Le copilote Farik Abdul Hamid, 27 ans, ça fait 7 ans qu'il est chez Malaysia Airlines et c'est son premier vol sans instructeur. On a des images de vidéosurveillance, on voit que l'embarquement s'est fait sans encombre. Bon, il y a quelques petits trucs un peu louches quand même. Comme par exemple les deux pilotes qui font sonner le portique de sécurité, comme le montre la lumière rouge qui s'allume. Ils sont à peine fouillés. Deux passagers avec des poussettes déclenchent eux aussi le détecteur de métaux sans être contrôlés. Un employé de l'aéroport passe en faisant sonner le portique. Ni son badge, ni son sac ne sont vérifiés. À 23h20, tout le monde s'installe dans l'avion. Minuit 41, décollage sans souci, comme on peut l'entendre dans les transmissions avec le contrôle aérien. « 1h01, 20 minutes après le décollage, l'avion atteint son altitude de croisière. À 1h19, le contrôle malais signifie aux pilotes qui vont rentrer dans l'espace aérien vietnamien. 1h21, dernier contact radar sur la mer de Chine au niveau du point de navigation Igari. À 1h22, tous les moyens de communication de l'avion sont coupés. Le SATCOM qui relie l'avion à plusieurs satellites, les 5 radios et le transpondeur qui permet au radar d'identifier l'appareil depuis le sol. À 1h30, il y a d'autres avions qui tentent de rentrer en connexion avec cet avion. Aucune réponse. On pense déjà à un problème météo, l'atterrissage d'urgence parce qu'il y a 16 îles dans cette zone. Il y a zéro communication de la part des passagers et du personnel de bord vers l'extérieur et on sait que dans ces cas-là, quand il y a un atterrissage d'urgence ou même un accident, les personnes envoient des messages des derniers instants voilà, à leurs proches. À 1h52, l'avion aurait été aperçu au-dessus d'une base militaire de Penang en Malaisie. Vous verrez que j'utilise beaucoup le conditionnel dans cette vidéo parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, voire on ne sait rien du tout. Lorsqu'un avion de ligne comme ça disparaît, il y a une procédure internationale, l'INCERFA. Incertitude consiste à regrouper des renseignements et des informations. Après, il y a l'ALERFA, c'est une alerte, on alerte les autorités compétentes. Et le troisième échelon, la détresse-FA, on met tout le monde au courant et on active les recherches fissa. Malgré toute cette procédure, les autorités malaisiennes mettent 4 heures avant de lancer les recherches, donc voilà, à 5h30 du matin. Déjà ça c'est une première un peu anomalie dans l'enquête. À Pékin, le vol est annoncé avec 2 heures de retard, puis annulé, et les familles sont regroupées à midi dans un hôtel. Relatives were overcome with emotion, hearing that no one on board had survived. À ce moment-là, le lendemain de la disparition de l'avion, les deux hypothèses principales sont une chute en mer de Chine ou alors un détournement. Les recherches sont lancées en mer de Chine, donc voilà, elles ont duré 4 jours. La mer de Chine, c'est pas très grand, c'est à peu près comme la Méditerranée, donc normalement on aurait dû trouver des débris, et là il y a eu 0 débris qui ont été retrouvés. Un avion de ligne qui se crache, il y a toujours des débris qui sont retrouvés, c'est obligatoire. Donc du coup, la première hypothèse de la chute en mer de Chine, elle tombe à l'eau, excusez-moi l'expression. Donc là, ils attaquent la deuxième hypothèse, la liste des passagers, un détournement d'avion. 2 noms sortent rapidement de cette liste, un Autrichien, Christian Kozel, et un Italien, Luigi Manaldi. Il s'avère que ces 2 passagers ne sont jamais montés dans cet avion parce que leur passeport a été volé en Thaïlande quelques jours auparavant. Et ces 2 passagers clandestins, ils avaient acheté leurs billets en même temps, au même endroit, côte à côte. Donc c'est encore plus louche. Ça pose déjà un problème de sécurité, puisque si 2 passagers avec des faux passeports arrivent à monter dans un avion et que l'avion décolle, c'est qu'il y a un souci. Ces 2 passagers clandestins sont iraniens, ils ont 19 ans et 29 ans. Sur l'enregistrement, la police a identifié 2 personnes en particulier. 2 jeunes Iraniens qui ont pu embarquer sans problème avec des passeports volés. Une piste intéressante, mais une enquête d'Interpol a montré qu'il s'agissait en fait de migrants clandestins cherchant à gagner l'Europe. Donc la Malaisie prend ça pour acquis et considère que ces 2 personnes ne sont pas des terroristes.
Le 12 mars 2014, la société britannique Inmarsat, spécialisée dans les télécommunications par satellite, annonce au gouvernement malaisien que l'avion a continué à envoyer des signaux, des pings, par un téléphone satellite du copilote. Donc les signaux, les pings, ils auraient été envoyés toutes les heures, pendant 6 heures. L'hypothèse du crash en mer de Chine, on l'enlève tout de suite. Les radars primaires malaisiens qui enregistrent en fait juste la résonance des objets volants, mais pas en direct, il y a quand même un différé, a dit que l'avion en fait avait fait demi-tour au-dessus de la Malaisie, voilà, pour revenir sur ses pas. Donc déjà, encore un truc un peu bizarre. Donc le 16 mars, donc plus d'une semaine après la disparition du vol, la société Inmarsat dit qu'en fait l'avion va longer la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande sans jamais rentrer soit dans l'un, soit dans l'autre des espaces aériens, afin de vraiment pas être détecté par les radars militaires de chaque pays. Il faut vraiment très bien savoir piloter pour effectuer une telle manœuvre, hein. C'est pas donné à tous les pilotes de vraiment longer une frontière. Il passe à côté de 4 aéroports majeurs sans envoyer un seul signal de détresse ni atterrissage d'urgence, puis disparaît au large de l'Indonésie et de la Malaisie dans l'océan Indien. Et là, les pings vont continuer encore pendant 6 heures. Vers le sud de l'océan Indien, vers l'Australie, et c'est une ligne droite parfaite. Donc là, c'est très dur de suivre ça en tant que pilote, donc ils pensent que c'est du pilotage automatique qui aurait fait suivre cette ligne droite directe dans le sud de l'océan Indien. Et donc la société Inmarsat dit avoir reçu le dernier ping à 8h11. Ce que je viens de vous expliquer, en fait, ça dépend des données de la société Inmarsat, donc a fait un rapport d'événement à la Malaisie, mais ils ont refusé de donner leurs données. C'est-à-dire que ils ont dit, nous on a vu ça, mais par contre on peut pas vous donner les données pour prouver ce qu'on vient de dire. Donc c'est quand même un peu louche. Après ils disent qu'ils veulent pas le faire parce que du coup on pourrait hacker leur système en ayant accès aux quelques numéros au début de la vidéo, enfin voilà, bref. Ils veulent pas donner leurs données pour protéger leur société. Et donc du coup, tout ce trajet vers le sud de l'océan Indien, les frontières et tout ça, en fait, ça dépend de données que personne n'a jamais vues à part la société britannique. Les enquêteurs, ils savent toujours pas où chercher. En mer de Chine, il n'y a rien. Les données Inmarsat, ils n'ont pas accès aux données. Donc là, ils retournent sur le détournement d'avion. Et là, ils vont s'intéresser aux deux pilotes, forcément. Donc déjà, premièrement, le copilote de 27 ans, qui en 2011 avait invité une passagère australienne dans le cockpit avec lui, ce qui est strictement interdit pendant un vol. Il fumait dans le cockpit, c'était un mec qui aimait bien les trucs un peu bling bling, voilà, vivre avec les vedettes, tout ça. Il aurait même essayé de passer un coup de téléphone juste avant que les systèmes soient coupés dans l'avion. Bon, ça c'est encore une hypothèse, il n'y a rien qui est prouvé là-dessus. Mais bon, le copilote, il a beau être un peu suspect, il n'y a aucune preuve tant qu'on n'a pas retrouvé l'avion. Après le copilote, on s'attaque au pilote. Le pilote, 53 ans, très expérimenté. Le lendemain de la disparition, il y a une perquisition qui a lieu chez lui. Et là, le FBI arrive, je sais pas pourquoi, on est en Malaisie. Les règles internationales sont très claires. C'est la Malaisie qui est en charge de l'enquête officielle. Au départ. Mais comment se fait-il que le FBI va sur place dès le lendemain? Ça, c'est pas la procédure officielle, ça. Le FBI va sur place dès le lendemain, prend le simulateur de vol du pilote et ne dit jamais rien. Voilà, c'est bizarre. Son simulateur de vol, il l'a entièrement créé lui-même, parce qu'un vrai simulateur de vol, ça coûte des milliers d'euros. Il a tout fait lui-même, il fait des petits tutos sur YouTube, voilà, pour les pilotes en herbe, voilà. C'est sa passion, il aime ça, il fait des petites démonstrations de pilotage. Le FBI dit que les données du simulateur de vol ont été supprimées une semaine avant la disparition de l'avion et qu'il s'entraînait à atterrir sur des pistes très courtes. Tout ça, c'est d'après le FBI, parce que les enquêteurs, ils ont jamais eu vraiment accès aux données du simulateur de vol. Mais le truc qui met la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est que son agenda a été retrouvé et que c'est le seul des passagers à n'avoir prévu aucun rendez-vous après le 8 mars 2014, après la disparition de l'avion. Donc là, ça en fait le suspect numéro 1, et il a, d'après tout le monde, détourné l'avion. Il a essayé de l'écraser, on ne sait pas ce qu'il a fait, il a détourné pour aller je ne sais où. On pense au suicide du pilote, mais bon, l'avion il a continué de voler encore, d'après les données Inmarsat, et puis voilà, il n'aurait pas longé des frontières comme ça, c'est bizarre quand on veut suicider, on pique l'avion, on tombe dans l'eau, et puis voilà, basta, on tue tout le monde. Hein. Le 24 mars 2014, soit 16 jours après la disparition de l'avion, le gouvernement malaisien fait une conférence de presse
et indique que l'avion est au sud de l'océan Indien, que c'est là qu'il faut concentrer toutes les recherches. Les nouvelles analyses dont je viens de vous parler sont suffisamment convaincantes pour que l'AIB ait informé le Premier ministre que le MH370 avait volé dans la direction du sud et que sa dernière position connue se trouve au milieu de l'océan Indien, à l'ouest de la ville de Perth. Donc là, toutes les recherches se concentrent là-bas. Des moyens colossaux se sont déployés, plus de 40 navires, 30 avions, 9 pays concernés, c'est un truc de fou. Tout le monde au sud de l'océan Indien, vers l'Australie. Au bout du 28e jour de recherche dans l'océan Indien, il y a un bateau chinois qui dit avoir détecté un signal, mais qui l'a pas enregistré, et un bateau australien qui dit avoir détecté un signal aussi, mais après ils disent que c'était leur propre signal de leur bateau. C'est bizarre. Donc plus d'1 mois après la disparition de l'avion, on n'a toujours aucune trace de l'avion au sud de l'océan Indien. Donc là pareil, tout le monde commence à se poser des questions. Il y a une hypothèse qui est évoquée, c'est l'hypothèse Diego Garcia. Diego Garcia, c'est une île sur laquelle il y a une base américaine, la plus grosse base américaine en dehors du sol américain. C'est une base très secrète, il n'y a vraiment aucune info qui est donnée dessus. Elle est au cœur de l'océan Indien, donc voilà, prête à intervenir à différents endroits sur le globe. Elle est surveillée H24, 7 jours sur 7 par des satellites de partout, donc voilà, c'est une base mais ultra sécurisée. Des pêcheurs des Maldives indiquent avoir vu le 8 mars un gros avion avec des bandes rouges faire un virage pour aller direction Diego Garcia. Le 8 mars 2014, vers 6h30 du matin, Ahmed se trouvait sur cette route lorsqu'il a vu un gros avion traverser l'île à basse altitude. Je l'ai vu au-dessus de moi, et puis il est parti vers le sud. La piste Diego Garcia, c'est que l'avion voulait créer un attentat sur la piste Diego Garcia. Les Américains ont répondu, l'ont abattu. Ça explique pas pourquoi la société Inmarsat aurait détecté des pings encore pendant 8 heures après. Les Américains sont silencieux depuis la disparition de l'avion, malgré le FBI qui est allé saisir le simulateur de vol pour cette piste Diego Garcia. Obama, il se rend quand même 7 mois plus tard en Malaisie. Et c'est la première fois qu'un président américain se rend en Malaisie. Et 9 mois plus tard, le président Obama invite le président malaisien à venir jouer au golf à la Maison Blanche. Voilà. Donc peut-être ceux qui pensent à la théorie du complot pensent que l'avion sera allé sur Diego Garcia, qu'il aurait été abattu par les Américains. Les Américains ont tout fait pour cacher ça. La France reste-t-elle aussi silencieuse malgré la disparition de 4 ressortissants français, mais elle envoie quand même le BEA, le Bureau d'études de l'aviation, sur les lieux, mais aucun résultat, zéro succès. Toutes les portes ont été fermées d'après le BEA. Ils ont eu accès à aucune donnée, aucune info. Fin janvier 2017, les recherches officielles sont arrêtées complètement. Voilà, quasiment 3 ans après la disparition du vol, les recherches officielles, stop, niet, on arrête. Les recherches officielles ont duré 1046 jours sur plus de 120 000 km², elles ont coûté 130 millions d'euros. Voilà, c'est des recherches énormissimes. Là, on ne sait toujours pas où est l'avion, ce qui s'est passé. Toutes les hypothèses sont permises. Les enquêteurs, ils ont éliminé certains suspects, le copilote, le pilote, et encore, on ne peut même pas les enlever parce qu'on n'a aucune preuve que c'est eux ou pas eux. Voilà, on ne sait toujours pas. Il y a eu quelques pistes oubliées d'après moi. Il y a quand même les 20 ingénieurs de la société Freescale, voilà, donc ça c'est quand même un peu bizarre, hein. On peut imaginer dans toutes les théories possibles que les 20 ingénieurs avaient des secrets, ne devaient pas arriver à Pékin ou je ne sais quoi, voilà, la James Bond, l'agent secret, les Américains, les Chinois, les Russes, enfin voilà, on peut imaginer plein de scénarios possibles. Les ingénieurs de cette compagnie venaient quand même de déposer le brevet pour rendre les avions furtifs, voilà, ils avaient développé une puce KL02, bon je vais pas rentrer dans les détails, c'est une puce qui permet de, en gros, contrôler à distance les avions. Donc voilà. On peut se poser aussi des questions là-dessus, quand même, une société qui dépose le brevet pour rendre des avions furtifs et des puces qui permettent de contrôler des avions à distance. Voilà, c'est quand même assez louche. On n'a pas tous les jours 20 ingénieurs qui disparaissent comme ça, voilà. Ou alors on ne sait pas, mais c'est quand même assez bizarre. Il y a aussi l'hypothèse de ce qu'il y avait dans les soutes. Alors la société qui gère les soutes n'a pas voulu donner directement la liste du chargement. Ils ont donné une semaine après, donc ça aussi c'est un peu bizarre. Il y a dans les 244 pièces du chargement plus de 2 tonnes de batterie lithium. Donc voilà, normalement c'est pas un chargement qu'on peut avoir avec des passagers, c'est bizarre. Sachant qu'au début ils annonçaient 2453 kg et après ils ont annoncé que 200 kg. Donc quand même, on passe de 2 tonnes 5 à 200 kg, c'est pas pareil au niveau des batteries lithium, quoi.
qu'il y a l'hypothèse qu'il y avait des batteries au lithium qui ont pris feu, qui ont explosé. Mais c'est pareil, si elles avaient explosé, s'il y avait eu n'importe quoi, un crash de ça, on aurait retrouvé des pièces. Là, on n'a rien retrouvé. Puis l'avion n'aurait pas continué à voler d'après la société Inmarsat. Il y a aussi la piste de la dépressurisation lente, c'est-à-dire qu'il y a un petit trou et au fur et à mesure, les personnes tombent inconscientes dans l'avion, dont les pilotes. Mais bon, ça aussi c'est peu probable parce qu'ils ont quand même un sas les pilotes pour eux. Ils peuvent pas quand même, voilà. Et l'avion aurait continué en pilotage automatique et jusqu'au sud de l'océan Indien, mais là pareil, on n'a aucune preuve, aucun débris, rien. Voilà. Et il est passé au-dessus de 4 aéroports. S'il y avait une dépressurisation, il aurait atterri d'urgence. Toutes ces hypothèses sont quand même peu probables. À mon avis, le gouvernement malaisien, il sait des choses, mais il ne veut pas nous le dire. Voilà, quoi, je ne sais pas, mais bon, c'est pas possible qu'en 2014, un avion, alors qu'à ce moment-là, on pouvait, et encore maintenant, et encore plus maintenant, à l'époque, on pouvait voir un ballon de foot depuis l'espace. Alors là, franchement, si on ne sait pas où est un avion de ligne, un Boeing 777, c'est quand même un truc énorme avec 240 personnes à bord. C'est quand même ouf. Donc le gouvernement malaisien déclare que les 239 personnes à bord sont mortes dans un crash au sud de l'océan Indien. Voilà, c'est leur rapport officiel. Donc, il n'y a toujours pas de débat. Les possibilités les plus probables, je dis bien les plus probables à ce jour, sont que l'avion est allé pilotage automatique jusqu'au sud de l'océan Indien et que là, on cherche, mais on ne trouve pas de débris. Ou alors qu'il a été détourné, qu'il a voulu s'écraser à un endroit et qu'il a été abattu. Et là, ça, c'est un secret d'État, c'est-à-dire qu'il y a des États qui cachent des choses. Alors, il y a quelques débris qui pourraient s'apparenter au vol MH370 qui ont été retrouvés à l'ouest de l'océan Indien. Et là encore, il n'y a aucun débris qui a été officiellement reconnu comme appartenant au MH370. Donc voilà, j'ai le rapport d'enquête officiel là, qui est sorti récemment. Ils ont testé plus de 25 pièces. Et il y en a peut-être 5 qui sont haute probabilité, mais même pas sûr à 100%, haute probabilité. C'est quand même fou que sur un avion énorme comme ça, on retrouve 25 débris et qu'il n'y en ait que 5 qui soient. C'est impossible, c'est improbable. Donc fin janvier 2017, les recherches officielles sont arrêtées. Mais en janvier 2018, soit un an après les recherches officielles, une société américaine, Ocean Infinite, reprend les recherches. Cette société, elle est quand même bizarre, Ocean Infinite, parce que c'est une société qui est spécialisée dans la recherche d'épaves, de trésors sous-marins. Beaucoup pensent que cette société s'est servie de ce prétexte de disparition de l'avion pour fouiller les fonds marins dans cette zone et essayer de trouver des épaves, des trésors sous-marins, je ne sais pas quoi, enfin bref. En janvier 2018, cette société reprend les recherches au sud de l'océan Indien. Elles vont durer plus de 6 mois, ces recherches. Aucun débris retrouvé, aucun indice pour l'enquête, rien du tout. Donc une société qui a dépensé des millions d'euros pour rechercher un avion dans un espace très très large, n'a rien trouvé. Donc voilà, plus de 4 ans après la disparition, on a avancé d'aucun poil. On ne sait pas où est ce putain d'avion. Le 29 mai 2018, la société arrête les recherches. Donc l'enquête est arrêtée, les recherches sont arrêtées, tout est fini, plus personne ne cherche cet avion. Et en juillet 2018 sort le rapport d'enquête officiel. J'ai retenu la dernière phrase de la conclusion, c'est que 4 ans après la disparition de cet avion, les autorités malaisiennes sont incapables de dire ce qui s'est passé au vol MH370. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport officiel. Les autorités malaisiennes disent officiellement qu'ils ne savent pas où se trouve l'avion et ce qui lui est arrivé. C'est quand même fou. 4 ans de recherche pour rien. Des enquêtes, des trucs, et plein de pays impliqués, tout ça. Rien du tout. L'avion quand même, d'après les données Inmarsat, aurait traversé 8 espaces aériens. 8 pays, dont l'Australie, voilà, dans une zone en mer de Chine, tout ça, où c'est quand même un peu tendu entre certains pays, les Américains sont là et tout. 8 pays. Et puis, les radars militaires, forcément, ils sont adaptés à détecter des avions fantômes qui ont coupé leur connexion. Donc, des radars l'ont vu, c'est sûr, des satellites l'ont vu. Quelqu'un sait ce qui s'est passé sur cet avion. C'est pas possible, quelqu'un sait où est cet avion, ce qui lui est arrivé. Là, au moment où je tourne cette vidéo, ça va faire 5 ans que l'avion a disparu, et on ne sait pas où il est et ce qui lui est arrivé. Voilà. J'ai beaucoup vu des interviews du français Guylain Watrelot,
Bonjour Guylain Watrelot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc votre femme Laurence et deux de vos enfants, Adrien et Ambre, étaient donc à bord du vol MH370 de la Malaysia Airlines, à bord de ce Boeing 777 qui s'est littéralement volatilisé. Il a écrit un bouquin, il a même rencontré le président François Hollande, qui lui a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Là, maintenant, son seul espoir, c'est la justice française, le juge français qui mène l'enquête. Le juge français est bloqué, il n'arrive pas à avoir les données du FBI, il n'arrive pas à avoir tout ce qu'il veut. Donc voilà, ça ralentit encore l'affaire. Mais bon, pour lui, quelqu'un sait, et un jour, ça se saura, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. On ne sait pas, mais on saura, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va parler. Moi, en fait, ce que j'ai ressenti en l'écoutant lui, et même en m'intéressant à cette histoire, en me documentant là-dessus, c'est qu'en fait, toutes les preuves, même les premières preuves, sont floues. Il y a toujours un petit truc. Dès qu'on creuse une piste, dès qu'on s'intéresse à une preuve, il y a un truc qui fait qu'en fait, non, il y a un truc louche. À chaque fois que ce soit les passagers, les soutes, le planning, les pings, les trucs, les données satellites que personne ne veut nous donner, il y a quand même un truc, c'est que Rolls-Royce, qui est quand même une grosse société, a des logiciels dans les moteurs des Boeing. Donc ils savent où est l'avion et ce qu'a fait l'avion. Ils ne veulent pas donner leurs données. Inmarsat ne veut pas donner ses données. Rolls-Royce ne veut pas donner ses données. Le FBI ne veut pas donner ses données. Pour moi, l'hypothèse la plus probable sur cette histoire, c'est que c'est un secret d'État. L'avion il a été abattu. Voilà. Je ne fais pas partie des théories du complot. Franchement, tout ça, ça m'intéresse très peu. Il a été abattu par un pays, je ne sais pas lequel, probablement les Américains. Et du coup, tout le monde cache ça. Des sociétés britanniques, des sociétés américaines et des sociétés australiennes qui gèrent tout ça, c'est bizarre aussi. Le gouvernement malaisien, ils sont quand même très proches des Américains. Donc tout ça, ça fait un petit truc autour des Américains. Après, on n'en sait rien. Franchement, moi là, si on me demande la plus haute probabilité, c'est ça. Mais je suis même pas sûr de ce que j'annonce. Il n'y a aucune preuve. Tant de façon qu'on n'aura pas retrouvé de débris ou de vidéos, de satellites, je sais pas, de données, tant qu'on n'aura pas des trucs sur lesquels s'appuyer, on ne pourra pas savoir où est cet avion. Donc voilà. Tant qu'on ne sait pas où est l'avion, on ne peut pas savoir ce qui lui est arrivé, tout simplement. J'aime les mystères, je suis curieux, voilà, j'ai envie de savoir pourquoi, comment, tout ça. Et en me plongeant dedans, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne sait rien. Là, ça va faire 5 ans, on ne sait rien du tout. Rien du tout. Je vous invite à vous faire votre propre avis, voilà, en regardant ma vidéo, en regardant d'autres documentaires, d'autres reportages, alors checkez les sources que j'ai mis en description. J'espère que ça a été clair pour vous, que ça a été instructif, que vous avez appris des choses, même si au final on n'apprend rien, parce qu'on ne sait toujours pas où il est. Si vous avez des questions en commentaire, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, ou que j'ai mal dites, vous pouvez aussi mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu, un petit like, parce que quand même, il y a du taf dessus. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien.